Pépé. Mieux. Alors, Alba, je vous lance, mais en fait, c'est toujours à moi de parler. On va parler donc des municipales. C'est dans 2 ans, mais déjà dans tous les esprits. Ben oui. La République En Marche a confirmé qu'il y aurait des alliances aux municipales. Alors, il y aura des listes LAREM-LR, c'est ça? LAREM-LR. LAREM-LR. C'est ça, oui. C'est ce que Christophe Castaner... On va traduire. Les Républicains, la République En Marche. Non, mais c'est ce que Christophe Castaner a confirmé cette semaine. Le mouvement macroniste pourra effectivement soutenir des maires sortants. Donc soit des républicains, soit des socialistes, hein, j'imagine. Donc il va y avoir sans doute des listes LR, majorité présidentielle, PS, majorité présidentielle. Ça peut être comme ça, on verra. Ça existe, ça a toujours existé. Hein. Le centre s'est toujours allié avec, je donne l'exemple souvent de Martine Aubry à Lille avec le MoDem, par exemple. Alors c'est vrai que le centre était plutôt une force d'appoint et n'était pas au pouvoir. Il faut aussi le mentionner. Mais est-ce qu'il va y avoir des listes En Marche, en fait? Il y aura des listes En Marche, si vous voulez, là où ça sera possible, parce qu'il ne nous a pas échappé qu'en fait En Marche n'a pas d'implantation locale du tout. C'est un tout jeune mouvement. C'est pas parce que les législatives ont formé des bataillons à l'Assemblée que l'opération peut se renouveler au municipal. Un futur maire, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, il me semble. C'est difficile de former un maire, c'est difficile de devenir une figure. Il faut construire quelque chose avec ses administrés. Et chez En Marche, on est totalement vierge en termes de municipal. Il n'y a pas de maire sortant. Il y a des élus, effectivement, dans des conseils municipaux, des gens qui ont changé d'étiquette, mais vous les imaginez se frotter à un maire sortant, c'est quand même très très compliqué. C'est pour ça que Christophe Castaner a acté cette idée de liste d'union. En fait, il n'a pas le choix, hein, Castaner. Il sait très bien que ceux qui vont être tentés par l'aventure des municipales ne font pas le poids. Donc, il a opté pour une double stratégie. Alors, faire des alliances avec ceux qu'on appelle les maires Macron compatibles. Vous savez que rien qu'à droite, la moitié des maires sont... Mais oui, il y en a un paquet. C'est évocateur, les maires Macron. Macron compatibles. Ben oui, vous prenez Estrosi, les amis, J'allais Macron. vous le dire, Estrosi, vous m'arrachez les mots de la bouche. Voilà, mais il y en a plein. Il y a Jean-Luc Moudinque à Toulouse, il y a Christophe Béchu à Angers, vous avez Arnaud Robinet à Reims. Voilà, donc... À droite, il y a quand même la moitié des maires qui sont Macron compatibles. Donc ils n'auront pas de maire, mais ils seront dans les conseils municipaux. C'est ça le plan. L'idée, c'est de, sur la liste des municipales de ces maires-là, prendre des gens, la République en marche. Et Alain Juppé, d'ailleurs, va sans doute faire ça s'il se représente. Et du coup, se représentera. Et il se représentera, j'en suis sûr aussi. Et du coup, si vous voulez, la République En Marche va profiter de l'ancrage de ces gens-là pour pouvoir former les nouvelles générations qui viendront postuler pour les mairies en 2026. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de déranger tellement Laurent Wauquiez. Mais c'est lui qui est si critique, normalement. Il n'a pas le choix, lui non plus, en fait. Parce que vous le voyez dire à Estrosi ou à Moudinque, je t'interdis de faire liste commune avec des macronistes. Ils vont lui dire, dis donc, mon coco, tu n'as pas à t'occuper de nos affaires. C'était le bon temps de Jacques Chirac, ça. Et c'était le bon temps du cumul des mandats, Eric, n'est-ce pas? Mais moi, je suis pour le cumul des mandats. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais n'oubliez pas que depuis le non-cumul des mandats, un maire, c'est aussi important qu'un député, en fait. Et ils sont autant... Et le parti n'a aucune prise. Mais voilà, le parti ne compte pas, c'est leur territoire qui compte. Et puis, Laurent Wauquiez, il se dit, mes édiles, les Républicains, ils vont pas se retrouver avec des listes supplémentaires. Ça va faire qu'aggraver les choses. Ça peut faire même échouer certains maires. Il y a eu une vague bleue en 2014. Wauquiez a beaucoup de maires sortants. Je crois que c'est lui qui en a d'ailleurs le plus. Et il ne tient pas du tout à les perdre. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, c'est loin, hein, les municipales. Je crois qu'ils vont commencer à former les listes en 2019. Donc 2019, Noël 2019. Oula. Pour une élection en 2020. Et d'ici là, quel sera le climat politique? Quel sera le résultat des élections européennes? Et combien pèsera l'étiquette En Marche? J'ai pas la réponse. Ça fait beaucoup d'inconnus, c'est loin, mais effectivement, ça doit se préparer dès aujourd'hui. Vous avez une petite question pour Jean-Michel Fauvergue, Alba? Alors, à quand maire de Bages, monsieur Fauvergue? Bages dans les Pyrénées-Orientales, là où vous êtes né, il y a pas si longtemps? Non, moi, j'ai pas l'ambition de m'implanter localement comme maire. Le travail est, je respecte énormément le travail des maires que j'ai découvert d'ailleurs à l'occasion de ma campagne électorale et maintenant en circonscription. C'est des gens qui sont. Mais vous préférez être un représentant national qu'un représentant local? Oui, je préfère être un représentant national qu'un représentant local. Et vous, Alain Boer, à quand maire de... De où? De Neuilly? C'est pas à Neuilly, moi. Vous n'êtes pas né à Neuilly? J'habite les quartiers... Ah non, de la de Paris. Moi, je suis lyonnais d'origine. Maire de Paris, ça va être compliqué. Non, Lyon. Gérard, si tu m'entends. Je voudrais, parce que ma famille vient de la rue de Nuit à la Croix-Rousse, donc j'ai peut-être des chances historiquement. Je peux revendiquer
Non, mais j'ai compris qu'il y avait des listes LRMR, LRMS. LR, LREM. Est-ce qu'il y a un truc avec les insoumis? Ben oui, il a déjà la cravate rouge, donc il peut y aller. En tout cas, moi, j'ai rassuré le maire de Bages dans les Pyrénées-Orientales. C'est monsieur Serge Soubiel. Oui. Il aura 72 ans en 2026. Ouais. Vous serez un genou à côté, il aura Un jeune 69 homme, ans. un jeune homme. Je vous remercie de dire mon âge. Mais vous ne les faites pas, du Bah, tout. Entre grand flic et député, vous préférez quoi? Ce qui serait bien, c'est d'être député avec les moyens du patron du RAID. C'était pour histoire de mettre tout le monde d'accord. Mais c'est pas démocratique. Donc, la question est. Vous voulez dire que vous voulez rentrer à l'Assemblée avec vos hommes? C'est ça. C'est depuis Murat, ça se fait plus. Hein. Armée et cagoulé. Et en plus, c'est le secteur du GIGN, l'Assemblée nationale. C'est le GIGN qui intervient. Ah alors. Donc ça sera pas moi. Mais non, c'est une vraie question. Mais il faut savoir passer à autre chose. Donc j'aime bien le travail de député et j'aime bien ce que je fais en ce moment. Bon, très bien. Sur la sécurité en particulier. Oui, on compte sur vous. Alba, c'est l'heure de votre bonus. C'est l'heure du bonus, c'est ça. Vous savez que les concours d'éloquence sont très très à la mode. Hein. L'idée, c'est de prendre la parole en public, de disserter devant les autres, de faire valoir sa capacité à s'exprimer, à s'émouvoir. Alors, à l'origine, c'était l'apanage des étudiants en droit. Et puis, tout le monde s'y est mis. Je parie que vous en avez fait des concours d'éloquence. Non, j'en ai organisé. Organisé, ça m'étonne pas. Et alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, même le ministère de la Défense s'y met, puisqu'il a organisé aujourd'hui sa première édition. Ce sont les finalistes des écoles militaires qui ont disserté pendant 5 minutes. Ils ont disserté sur des citations de Georges Clemenceau, le Tigre. Alors, il y avait notamment la guerre est une chose trop grave pour être laissée aux militaires. Et puis, il y avait celle-là que j'aime beaucoup. Le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ça vous inspire? Elle est Vous avez 5 minutes. Elle est célébrissime. Ça nous inspire tous, mais elle est attribuée à des tas de gens. Mais oui, mais je pense que c'est Clémenceau. Ouais, mais voilà, ça me laisse un peu. Je ne pense pas que l'armée Non, mais elle est attribuée à Clémenceau, mais elle est attribuée à Guitry, elle est attribuée. Mais moi aussi, je crois que c'est Clémenceau. Ouais. Bon, merci Ça lui va messieurs, bien. c'est sur cette bataille de citations que nous allons nous quitter. Jean-Michel Fauvergue, je rappelle le titre de votre ouvrage, Patron du RAID face aux attentats antiterroristes, édition Mareuil. Alain Bauer, les guetteurs, les patrons du renseignement français répondent, aux éditions Odile Jacob. Ne bougez pas, on passe maintenant à notre focus. Livres, émissions de télé, nuit du musée, nuit du jardin, nuit du patrimoine, il n'a rien à faire. Les Français aiment l'histoire et l'histoire le leur rend bien. Avant de recevoir un passeur passionné, Franck Ferrand, voyez cette question qui fâche d'Amandine Collongette. Les Français à la rescousse du patrimoine avec un super loto. Si vous avez vu qu'il y a ma trombine sur les tickets de... L'idée est simple, financer une partie de la restauration du patrimoine avec les gains de ce loto qui pourrait rapporter 15 à 20 millions d'euros. Une initiative qui existe déjà en Angleterre et aux Pays-Bas. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous allez continuer parce qu'il va falloir accompagner ces projets, parce que ce loto est une première, mais pas une dernière, et que nous allons le répliquer chaque année. Pour réussir cette mission, Emmanuel Macron s'est entouré de son ami Stéphane Bern, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. Si j'osais, je dirais que François Ier en a rêvé, Louis XV l'a imaginé pour construire un certain nombre de monuments, et grâce à vous, Monsieur le Président, eh bien, nous l'avons fait. Au total, 18 lieux emblématiques ont été sélectionnés, un par région. Mais avec un billet à 15 €, les Français seront-ils vraiment prêts à jouer pour sauver leur patrimoine ? Bien sûr, vous je donnerai quelque chose, mais les monuments, je pense que c'est une excellente initiative. On n'a pas assez d'argent pour tout faire, donc il faut bien le trouver à la source, et la source c'est nous. À la télévision aussi, les Français se passionnent pour le patrimoine et l'histoire avec des émissions à succès, comme Secret d'Histoire, Des Racines et des Ailes ou encore L'Ombre d'un doute, une passion française qui ne date pas d'hier. Louis XVII, pourquoi Louis XVII? Eh bien parce que vous me l'avez demandé. Encore aujourd'hui, les livres historiques se vendent comme des petits pains, en passant de Max Gallo à Laurent Deutsch, des ouvrages qui font parfois polémique. La vérité historique naît du débat. Or, les gens qui m'ont, soi-disant, attaqué sont des gens qui sont dans le combat, puisqu'ils sont dans un combat politique où il ne faut pas apporter leur éclairage, il faut détruire l'autre.
D'où cette deuxième question, pourquoi l'histoire crée autant de crispations? Lors de la dernière élection présidentielle, l'histoire est même devenue un enjeu autour de la question de l'identité. De droite comme de gauche, les politiques s'en emparent. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. Vous pensez que nos ancêtres sont des Gaulois? Je trouve pas ça très raisonnable. Mais je suis d'accord pour qu'on discute de l'identité. Oui, je veux qu'on écrive notre récit national. Et je le demanderai à des académiciens de renom. Emmanuel Macron, lui aussi, multiplie les références et se met en scène dans des lieux à forte symbolique historique. Alors, question qui fâche, l'histoire est-elle aujourd'hui instrumentalisée par les politiques? Voici Franck Ferrand. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de Zemmour et Nolo. Vous êtes un de ces grands passeurs d'histoire grâce à vos émissions, un peu le fils d'Alain Decaux et d'Ève Ruggieri, cousin de Stéphane Bern. C'est donc la raison pour laquelle vous avez été viré d'Europe 1. Incroyable de constater que cette éviction a entraîné un déferlement de réactions, notamment sur Twitter. Alors on a le tweet d'Alexis Corbière, malgré les nombreux désaccords que je peux avoir avec les choix des sujets et les approches historiographiques de vos émissions. Je regrette cet arrêt. Notre pays a besoin d'émissions grand public qui font aimer l'histoire. Bonne chance pour la suite, Franck Ferrand. Ça, c'est la bonne phrase. Est-ce que vous avez compris cette émotion? Oui, je la devinais. Je la devinais, mais là, maintenant, elle se matérialise. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais l'habitude, moi, de parler face aux gens, si vous voulez, de leur parler. Et d'un seul coup, je me retrouve au milieu d'eux, presque, je les sens derrière moi. C'est très émouvant, c'est très fort. Je savais que cette émission était un rendez-vous pour beaucoup de gens. Je savais qu'il aidait beaucoup de gens, que notre rendez-vous tous les après-midi aidait beaucoup de gens à vivre, tout simplement. Même si, évidemment, vous avez aussi beaucoup d'auditeurs qui écoutent d'une façon plus distante ou plus superficielle. Mais quand même, je sais que, à partir du moment où vous venez non seulement parler d'histoire, parce que là on parle d'histoire, etc., mais il n'y a pas que l'histoire. Quand vous venez avec une certaine ouverture d'esprit, avec une certaine liberté de parole, lorsque vous faites entendre un autre son, vous touchez le public. Les gens demandent cela. Vous savez, vous êtes mieux placé que quiconque ici pour le savoir. Et je pense que dans les innombrables réactions qui se sont manifestées, et je sais qu'il y en a eu beaucoup, et je remercie tous ceux qui nous soutiennent, il y avait beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour, d'une façon plus générale, au-delà de l'histoire, qui s'inquiètent pour la liberté, en quelque sorte, la curiosité, la recherche de la vérité, parce que je prétends pas du tout détenir la vérité, mais une chose est sûre, c'est que, un peu à la manière de Voltaire, qui a toujours été depuis 30 ans mon modèle dans la vie, avec tous ses défauts, mais moi j'adore Voltaire, qu'est-ce que vous voulez, on en parle beaucoup en ce moment, ça tombe bien, j'essaie de m'approcher de certaines vérités. Alors il y a eu une cruelle ironie, c'est que l'annonce de votre éviction est tombée presque en même temps qu'une autre annonce, celle de la mort de Pierre Bellemare. Eh oui. Avec qui vous avez travaillé, et puis vous faites partie, comme lui, de cette espèce des conteurs de l'histoire. Mais c'est intéressant de débattre avec vous autour du récit national, parce que de deux manières. D'abord parce que vous mettez l'histoire en récit, donc il y a une certaine manière de voir l'histoire. Il faut en tirer le suc romanesque, donc être moins historien que conteur, ou en tout cas autant conteur qu'historien. Oui, les deux. J'essaie d'être les deux. Oui. Voilà. Alors après, quelle est la limite? Est-ce qu'on sacrifie pas un peu l'histoire parfois au faveur du récit plutôt? Puis la deuxième chose, c'est que jusqu'où peut vous amener ce goût du récit? Parce que j'ai vu que vous aviez suscité quelques polémiques en donnant des préfaces à des ouvrages qui prônent des théories historiques extrêmement controversées, d'ailleurs très controversables. J'ai donné une préface. Deux, je crois. À quoi faites-vous allusion? La guerre de Troie aurait eu lieu en Angleterre. Bon, alors pourquoi pas, puisque... Mais vous avez lu la préface en question? Oui, et Alésia aussi, que le fameux débat sur deux choses Alésia. différentes. Voilà. Alors, réglons cette c'est pas des ouvrages à vous, je précise, c'est deux préfaces que vous avez données à des ouvrages. Exactement. Pour ce qui est d'Alésia, c'est mon cheval de bataille. Si j'osais dire, pour faire une allusion à l'autre livre, c'est mon cheval de Troie même. J'essaie, à travers Alésia, de faire comprendre aux gens quelque chose. Là, il y a, je crois, on peut le dire, une grande polémique nationale, à mon avis une imposture,
Nous avons tous les éléments pour le dire. Alésia n'a pas eu lieu. La bataille et le siège d'Alésia ne se sont pas déroulés à Alys-Saint-Traine en Bourgogne. Ils se sont déroulés dans le Jura, sur 2 toutes petites communes. C'est pour ça que personne n'en parle, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre. Ils s'appellent Siam et Chaudet-Crotenay, dans le fin fond du Jura. D'ailleurs, une très jolie région, c'est superbe. Moi, j'ai découvert cette région grâce à la polémique. Et ça, nous avons tous les éléments pour le prouver, pour le démontrer. Enfin, c'est très controversé. C'est très controversé. J'ai tout le monde contre moi. Voilà. J'ai contre moi toute la communauté des historiens, le Collège de France, l'INRA. C'est-à-dire que votre cheval de Troie n'est pas rentré. C'est ça le problème. Vous restez devant les murs. C'est une grande différence. Il attend à la porte, mais la porte est en train de s'entrouvrir, notamment grâce aux technologies du LIDAR, vous savez, qui permettent une archéologie non invasive, si vous voulez. Nous dépouillons le territoire. Alors, et la guerre de Troie, alors ça c'est encore plus sidérant quand même. Non mais alors ça, ne mélangeons pas tout. Oui. Ça, Alésia, je suis convaincu de ce que j'avance, nous sommes nombreux à l'être, j'ai c'est vrai contre moi toutes les institutions, mais je suis sûr qu'un jour, moi je serai peut-être mort, mais je suis sûr qu'un jour on y arrivera et on le fera reconnaître. Mais quel est l'intérêt de dire que c'est finalement en Bourgogne? Alors vous allez me dire, ça s'est passé il y a 2000 ans. Oui. Pourquoi est-ce que les autres veulent que ce soit en Bourgogne? Parce que c'est l'habitude, la tradition. Vous savez, à l'université, quand vos maîtres et les maîtres de vos maîtres ont enseigné une certaine vérité, lorsque vous-même vous avez dirigé des travaux de thèse, lorsque vous avez publié depuis des années, lorsque toutes les datations dans les vitrines de tous les musées d'Europe, s'appuient sur un certain nombre d'artefacts qui ont été trouvés à Alys-Saint-Traine, il est très difficile de revenir ça. C'est une question, j'allais dire quasiment de paresse intellectuelle et de devoir, de mémoire et de révérence. Bon, très beau plaidoyer pro domo. Alors la guerre de Troie, quelques mots sur la guerre de Troie. Merci de m'avoir permis de le faire. La guerre de Troie, c'est une toute autre histoire. Comme je l'ai dit dans la préface, je n'irai pas du tout mettre ma main au feu et soutenir que la guerre de Troie, comme le fait Iman Wilkens, qui nous dit que la guerre de Troie s'est déroulée en Angleterre, dans la région de Cambridge. Ça, c'est une autre histoire. Ce que je trouve passionnant, c'est que ce monsieur ait consacré 50 ans de sa vie à étudier ce sujet de façon extrêmement pointue. Il a mis à son service à peu près toutes les disciplines disponibles. Il les a pratiquées lui-même. Et il nous apporte des arguments dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont troublants. Je vous dis pas qu'ils sont tous convaincants. Non. Ils sont troublants. Vous prenez des risques quand même, en vous associant à telle démarche. Non, parce que, mais je prends des risques, oui, mais je des gens qui ont des obsessions. Non, mais des gens qui ont des obsessions historiques, il y en a beaucoup. Moi, j'ai lu un bouquin, il y a 1812 raisons. Non, mais 1812 raisons qui expliquent que Napoléon n'a jamais existé, par exemple. Donc vous avez quand même beaucoup de gens qui passent en effet leur vie de manière obsessionnelle à vouloir retourner une vérité historique. Faites-moi la grâce de reconnaître que parmi les centaines et centaines de thèses farfelues ou loufoques qui peuvent exister, j'ai retenu, et je les développe moi dans mon spectacle, c'est le sujet même de mon one-man show, j'ai retenu en tout 15 sujets. Donc sur des milliers. Et les 15 que j'ai retenus, je les ai retenus parce que, à mon avis, les arguments sont soit probants, comme dans le cas d'Alésia, soit intéressants et intellectuellement stimulants, comme dans celui de Troie. Voilà. Ça ne va pas au bien. En plus, l'histoire a toujours été l'objet de discussions, de querelles, en particulier de révisionnisme. Exactement, au bon sens du terme. Si, au sens scientifique. Au bon sens du terme. On révise des mais attention à ce mot, parce que je dis, moi, il m'est souvent appliqué. Oui, mais on est ne vous inquiétez pas. Je sais bien. On ira prendre un café après, on se racontera nos histoires de révisionnistes. Donc, non mais l'histoire c'est ça. Et en particulier en France, où la France est fabriquée par l'histoire, elle est forgée par son histoire. On n'est pas l'Allemagne qui est forgée par sa langue, on n'est pas l'Angleterre par la société, on n'est pas l'Amérique par la conquête. Non, on est forgé par la France, par l'histoire. Et donc, il y a toujours des querelles historiques, historiographiques. Il c'est toujours votre question tout à l'heure, est-ce que c'est exploité politiquement? Mais c'est une évidence. L'histoire en France et la politique sont sœurs jumelles depuis toujours, depuis. Combien d'historiens ont été de grands politiques d'ailleurs, et réciproquement. Exactement. Et j'ai lu un article récemment. Depuis le XVIe siècle, il y a eu 600 histoires de France. C'est vraiment une spécificité française. Et il y a des querelles d'histoire et des querelles qui sont idéologiques. La vérité, c'est qu'elles sont fondamentales. Il faut pas les négliger, il faut pas les passer. Elles sont en France fondamentales. On a eu les querelles sur la Révolution française. C'est la principale. C'est pour ça que je vous dis ça. Bien sûr. Tout le 19e siècle. Mais on a eu avant
on pourrait épiloguer des heures l'affrontement entre les germanistes et les romanistes, avant la Révolution justement, entre ceux qui disaient qu'ils étaient descendants des Francs et les autres qui descendaient des Gallo-Romains. Et la monarchie est intervenue là-dedans. C'était vraie querelle politique. Ce n'est pas négligeable. Franchement, ce n'est pas négligeable du tout, surtout dans un pays comme la France. Et je pense et le débat et le combat, je trouve que c'est un distinguo inutile. Le débat, et il amène le combat. Pour que le débat, il faut que l'invité puisse répondre, tu sais ça. Je vous ai laissé parler de temps. Je me permets de t'interrompre. En plus, je suis d'accord avec ça. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a blanc et noir. C'est vrai. Que sur tout sujet d'histoire, quasiment tout sujet, et surtout si ce sont des sujets qui se rapprochent du fameux récit national, et notamment cette Révolution française qui est au cœur de tous nos débats, qui a forgé le monde dans lequel nous vivons, nous, en France, il est évident que on peut toujours prendre un parti ou un autre, on peut s'affronter, mais ce que j'essaie de faire, moi, et j'espère que vous l'avez remarqué, ça depuis tant d'années que ça dure maintenant, c'est de ne pas prendre un point de vue ou un autre, c'est de dire que les deux points de vue existent et qu'il y en a même peut-être souvent un troisième. C'est ça qui me passionne. Est-ce que vous en avez un, vous? Eh bien oui. Est-ce que vous vous réclamez d'un courant particulier? Est-ce que vous êtes royaliste, par exemple? Alors je ne suis pas, oui peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si je suis ou non royaliste, c'est très difficile à dire. Non, on peut dire que c'est la monarchie qui a fait la France sans vouloir restaurer la monarchie aujourd'hui. En fait, c'est à M. Ferrand que je m'adressais, mais ton point de vue est très intéressant aussi, donc M. Ferrand. Je vous repose la question, est-ce que vous êtes royaliste, oui ou non Notre entente l'embête. Disons que ce que je reconnais, c'est que les monarchies, notamment les monarchies d'Europe du Nord, par exemple, j'étais au Danemark il y a quelque temps, je ne dis pas que c'est un modèle de société pour bien des raisons, mais en tout cas, regardez le degré d'apaisement, le degré de démocratie, l'ouverture, le dialogue, etc. Ce sont des monarchies. Vous êtes donc royaliste. Vous avez à côté de ça des républiques qui sont les pires dictatures du monde. Et quand vous prenez, lorsque vous prenez l'Observatoire des démocraties, l'Observatoire autrichien, là, qui observe les démocraties dans le monde, je ne connais plus les chiffres exacts, mais je dirais que les 3 ou 4 premiers pays sont les plus démocratiques du monde, ou ceux qu'on considère comme les plus démocratiques sont des monarchies, et les 4 ou 5 qui sont considérés comme les moins démocratiques sont tous des républiques. C'est quand même troublant que les historiens médiatiques soient tous royalistes. Berne, Deutsch, vous... Mais c'est pas que nous soyons rois. Je crois que Laurent Deutsch est royaliste. Oui, je crois. Mais moi, je ne suis pas royaliste. Stéphane, sûr. Il est comme moi, il est plutôt monarchisant. C'est-à-dire que... Mais non, c'est très différent. Il n'est pas encore radicalisé, c'est ça. Nous sommes conscients de l'intérêt de la monarchie qui règle un certain nombre de problèmes. Et notamment, ce problème qui, chez nous, est un... Mais c'est une discussion vaine, puisque nous, on lui a coupé la tête, donc ça sert à rien. Alors, nous avons coupé la tête au roi de droit divin, qui incarnait une monarchie absolue. Oui. Mais depuis, il y a eu d'autres rois. D'abord, ses 2 frères ont été rois. Mais bien sûr. Ensuite, son vous cousin... connaissez le mot de Charles X. Si c'est pas être roi comme mon cousin, le roi d'Angleterre, je préfère couper du bois. Alors ça, c'est ce que pensait Charles X. Mais c'est pas ce que je pense moi. Ah, mais oui, mais parce vous que êtes moi, pas roi de France. Parce que moi, je pense que le roi d'Angleterre, ou la reine en l'occurrence en ce moment, sont un relativement bon modèle. On peut faire encore mieux même. Il y a quelques rois qui sont encore plus ouverts que la monarchie britannique. Vous aviez donc votre spectacle au Théâtre Antoine, Histoire, vous l'avez rappelé, mise en scène d'Éric Métayer. Vous tournez en France? Alors la tournée s'est achevée, nous étions à Montceau-les-Mines là, la semaine dernière. C'était la dernière date de la saison. Et vous reprenez? On va reprendre, bien entendu. Il y a des vous avez eu des propositions? Je le signale, puisque la radio ne m'a pas, d'ailleurs je rectifie ce que vous avez dit tout à l'heure, ne m'a pas mis dehors, m'a gentiment montré la sortie. C'est pas tout à fait la même chose. On va pas couper la tête
juste enlever les épaules. Puisque la radio, en gros, ne m'occupera plus de la même façon l'année prochaine, je vais avoir beaucoup de temps pour aller faire mon spectacle en province, ce que je ne pouvais pas trop faire cette année. J'ai donné une trentaine de dates entre deux émissions. Là, je vais être disponible. Avis à tous les maires et à tous les directeurs de théâtre. Je vais venir jouer chez vous. En fait, ils ont fait ça pour ça. Vous n'avez pas encore eu d'autres propositions qui vous ont alléché? J'ai eu d'autres propositions, mais pour l'instant, ce sont des propositions. Donc nous allons voir. Ah ben ça, vous verrez bien. Ok, très bien. Merci beaucoup, Franck Ferrand, d'être venu sur ce plateau. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Non, vous n'applaudissez pas parce qu'on va méditer la phrase de la semaine. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien car elle contient tout et donne des exemples sur tout. Paul Valéry, merci Zemmour. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, restez jeunes, ils sont pas les premières.